Voilà donc Cabinet Fofana. On va donc, si vous voulez, aborder ce sujet avant notre invité. Et je l'ai rappelé tantôt, le colonel dans son discours. Une partie de son discours, c'était sur cette question de corruption. Il a bien flingué ses prédécesseurs et on aurait dit qu'il n'a pas retenu ses balles contre, entre autres, Alpha Condé, quand il disait qu'ils ont été contraints de céder à des pressions. Donc pour, si vous voulez, vendre nos ressources, presque donner nos ressources à des puissances et tout le reste. Et lui veut s'émanciper de ces pressions, lui veut échapper à tout ça. Mais quand on regarde avec le recul, 2 ans après, est-ce que son régime a pu bien entendu se mettre à l'abri de ces tentations et de tout ce qu'il a dénoncé? Non, mais vous savez, c'est extrêmement important ce type de discours parce qu'il est adressé à un public qui est souvent est moins rétif à cette prise de conscience et cette envie pour les gouvernants donc de protéger les ressources, notamment minières, d'un pays important comme la Guinée. Est-ce que entre ce vœu, cette déclaration de vœu et de volonté de se départir un peu de ces lobbyistes-là, parce que c'est véritablement des lobbyistes qui sont autour et qui essayent en gros de travailler à cela. Et vous voyez, on se rend bien compte que 2 ans après, malgré la volonté du colonel de pouvoir échapper à ces différents lobbyistes-là, il y a encore des efforts à faire. On sait par exemple que le gouvernement a réussi à amener par exemple l'UNI et ses partenaires à créer la co-entreprise, et ceci c'est fait dans la douleur, et Alpha Condé a tenté aussi quand il est arrivé avec l'apport d'organismes comme Open Society et d'autres qui sont venus l'aider à revoir un peu les accords miniers, mais au final on se rend bien compte que souvent les États n'ont pas tout à fait les moyens de se départir de ces logiques qui sont parfois des logiques commerciales qui sous-tendent ces relations, et ceux qui viennent autour des chefs d'État restent foncièrement des gens qui ont des affinités, des accointances avec ces entreprises minières qui embauchent des cabinets conseils très importants. Donc vous voyez, cette figure de discours est très la réception elle est importante entre maintenant cette envie de se départir de ces lobbies et des actions et de leurs actions. Est-ce que ceci aujourd'hui n'est pas rendu difficile à travers justement la dilution qui est faite de cette politique qui voudra que l'on donne. La question est-ce que son régime et lui échappent à cette réalité aujourd'hui? Oui, c'est ce que je disais tantôt. On a parlé tellement de scandales, on parle de, voyez-vous, des gens. Il y a des gens quand même, un cabinet, ils sont connus aussi, Emmanuel ne dira pas le contraire, qui sont venus avec ce qu'ils avaient, j'ai envie de dire, qui avaient leur business avant qu'on les copte pour être nommés à tel ou tel poste, soit de ministre ou de directeur de ceci, des gens qui avaient leur business, donc en réalité, voilà quoi, qui ne sont pas forcément mouillés dans des choses, mais d'autres, du jour au lendemain, qui sont dans des dossiers quand même de détournement, qui sont reprochés d'enrichissement illicite, d'avoir des chantiers parallèles ci et là. C'est inquiétant. Est-ce que de ce point de vue, il y échappe? Non, mais comme je disais tantôt, il y a une difficulté à matérialiser cette volonté, même quand la volonté politique est réelle. Parce que entre le discours que l'on tient, les pratiques et les contingences liées un peu à la fois à la temporalité, mais aux intérêts qui sont souvent, comme je l'ai tantôt dit, portés par le lobby. Parce que je pense que depuis le 5 septembre, les lobbies ont valablement travaillé en Guinée. Je pense qu'à la fois dans la nomination des gens, mais aussi dans disons, la mise en avant d'entreprises et d'intérêts. Je crois que jamais les lobbies n'avaient autant pris disons, quartier dans le système. Vous voyez, et ce qui n'est pas ailleurs, par ailleurs, plutôt mauvais en soi. Mais après, si ça tend vers des formes disons, de dérive, c'est là qui pose problème. Maintenant, quand vous prenez ces gens dont vous parlez, c'est pourquoi je pense
qu'il y avait nécessité, lorsque le colonel est arrivé, d'amener tous les acteurs importants, notamment les ministres et les grands directeurs, de faire leur déclaration de patrimoine. Parce que cela aurait permis de savoir qui est venu avec quoi en arrivant. Bien. Et puis, in fine, vous voyez, la question de corruption, ça reste dans tous les États du monde une perception. Quelle est aujourd'hui la perception qu'on a de la gouvernance de la Guinée? Est-ce que cette gouvernance elle est autant vertueuse qu'avant le 5 septembre? Je pense c'est important d'analyser et d'en évaluer. Mais quand on écoute, par exemple, les médias, on se rend compte que la crainte est que cela n'ait pas été, ce que tu appelles un peu catharsis, que cela n'a pas été fait et que l'on se rend bien compte qu'il y a des efforts énormes à faire et ça reste un peu le défi de tous les gouvernements, même les plus vertueux du monde. Bien. Alors oui, comme je l'ai annoncé, M. Mohamed Tal, ancien ministre, directeur de cabinet du président de l'UFR, nous l'avons en présent en direct. M. Tal, bonjour, à peine je l'annonce, il est parti. On a un sérieux souci ce matin. Oui, alors, Bassekou, sur la question. Sur la question, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'interrogations à se faire sur du fait que les pratiques qui ont été dénoncées sous Alpha Condé et qui ont justifié le coup d'État du 5 septembre par le colonel Mamadi Doumbouya à la tête de cette unité d'élite, le groupement des forces spéciales, que ces pratiques-là aujourd'hui refont surface. Parce que si vous prenez par exemple les contrats de gré à gré que nous avons dénoncés aujourd'hui, le gouvernement essaie de justifier un peu tout cela par... Et Mamadi a donc dénoncé des contrats léonais que ses prédécesseurs étaient obligés donc de signer sous pression ou parce qu'ils avaient des agendas politiques en leur temps. Et eux, ils le justifient par l'urgence. Je ne sais pas quelle est cette urgence, quelle est cette opportunité aujourd'hui à vouloir passer sur la... Deuxièmement, on évoquait tout à l'heure aussi le cas de ces loyers. C'est un gros deal entretenu entre les bailleurs, mais également ceux qui viennent négocier ces contrats. Quand un ministre aujourd'hui de la République décide par exemple de construire le siège de son département, ça fait gros bruit parce que ça vient mettre fin à une sorte d'arrosage que Garé Girassi évoquait tout à l'heure, parce qu'il y a une sorte donc de rétrocommission aujourd'hui qui est versée à l'ensemble du pool financier qui s'occuperait de toute cette procédure-là. Je pense que ce sont des pratiques aujourd'hui qu'il faut bannir. Et il y a aussi ce rapport aussi du CNT aussi sur les exonérations fiscales où l'État perdrait plus de 2000 milliards de francs guinéens. Il y a les pratiques de corruption et tout ça qui ont été évoqués. Donc en réalité, aujourd'hui, est-ce qu'on peut bien se poser la question que le colonel Mamadi Doumbouya et son entourage sont en train d'être rattrapés par un certain nombre de pratiques que lui-même il avait dénoncées sous Alpha Condé et qui a motivé le coup d'État du 5 septembre. C'est pour cette raison il va falloir vraiment que lui-même prenne l'initiative des décisions pour essayer d'assainir l'administration publique, la moralisation de la vie publique telle que lui-même il a voulu à la pouvoir du 5 septembre. Bien, mais merci. Oui, Yara, la même question. En raison, les raisons donc, qui rendaient ses prédécesseurs fragiles face à certaines pressions auxquelles ils ont fini par céder en cédant notre patrimoine dans des contrats léonais. Aujourd'hui, est-ce que son régime échappe, résiste aux mêmes réalités 2 ans après? Pas du tout, puisque tout ce qu'on entend ici avec les dénonciations faites notamment par le CNT, on est à mesure de dire justement qu'il y a du chemin à faire, il y a des défis qui s'imposent, puisque le plus souvent dans notre pays, quand on parle d'argent, c'est un enjeu et le plus souvent, ça attire beaucoup de personnes. Le plus souvent, vous savez, dans notre société, quand quelqu'un est nommé à un poste de responsabilité, on sort pour danser. Absolument. Vous voyez que tout le quartier est en ébullition parce qu'on se dit que c'est la fin de la galère, c'est la fin de la pauvreté. Et le plus souvent, on ne se rend pas compte de la portée de l'acte qu'on est en train de poser et ça encourage notamment ces commis de l'État à aller justement mettre la main, mettre le doigt dans l'argent du contribuable guinéen, ce qui est quand même déplorable. C'est une question d'intégrité. Je pense que le Guinéen, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, ne se rend pas suffisamment compte de l'acte qu'il est
en train de poser. Parce que si vous tripatuez l'argent, si vous dilapidez l'argent, c'est le pays que vous mettez à genoux. Absolument. Et là, on a du mal à faire passer ce message. Bien. Parce que d'aucuns penseraient que quand on est en poste de responsabilité et qu'on ne prenne pas suffisamment d'argent, Bien. on serait le dernier de la famille. Alors Ou que, le maudit. ou le maudit de la Oui, famille. mais malheureusement, c'est extrêmement... la même société. Je parle de la société, l'entité Guinée en tant que telle, qui conditionne ces genres de choses. Oui, mais il faut un lavage. Malheureusement. Il faut un lavage Il de faut cerveau. cette catharsis Exactement. générale. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Absolument d'accord avec toi. Ouais. Il faut un lavage de cerveau. Ouais. Mais pour le moment, ça ne marche pas puisque ne marche c'est un pas. système qui est construit il y a longtemps Ouais. et ça va être très difficile Ouais. de le déconstruire. Quand vous n'envoyez pas tout le village au pèlerinage en tant que directeur d'un service, vous ne cotisez pas pour un cas social, vous n'avez pas construit d'immeuble, vous êtes le plus maudit. Et Emmanuel Milimono, la même question, très rapidement. Après, on termine avec vous, Lincoln. Je pense que s'il y a une volonté de démanteler tout cela, c'est bien possible parce que quand le chef de l'administration, c'est quand même le président de la République, c'est le chef de l'administration, quand il constate que son administration ou le pays est sujet à des pressions donc de la part des lobbies, évidemment déjà c'est un premier pas de dénoncer cela. Et le second pas à faire, c'est agir justement pour empêcher que cela se produise. Et je le disais la dernière fois, Abdou Diouf avait conseillé même aux chefs d'État africains de parler à leur peuple de ces différentes pressions qu'ils subissent chacun. Ça veut dire que oui, les chefs d'État africains subissent des pressions et cela n'est pas contestable, mais je trouve que la plupart d'entre eux ne dénoncent pas ces pressions et ceux qui osent le dénoncer le disent généralement dans leur mémoire quand ils sont au crépuscule de leur vie. Oui. Et là, on a un chef d'État qui l'a dit pendant qu'il est encore en fonction. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'il a résisté à ces pressions ? Et est-ce qu'il est en train d'agir pour éviter que ces pressions ne puissent affecter sa gouvernance ou de manière générale son administration? Mais au-delà des pressions externes, donc de tous les lobbies étrangers qui peuvent vouloir faire main basse sur les ressources minières, il y a aussi au niveau interne la pression exercée par l'administration publique elle-même qu'il faut aussi regarder de très près. Parce que quand on vous parle de tous ces loyers exorbitants, vous-même vous savez que l'immeuble de la Cour des comptes par exemple, et celui de la Cour constitutionnelle ne peut pas valoir 21 milliards l'année, que forcément... Donc votre conclusion c'est quoi? C'est que le régime, le CNRD et sa gouvernance n'échappent pas à cette réalité? Non, aucune gouvernance ne peut échapper à ces pressions. Évidemment que quand on est à la tête de l'État, on est celui qui décide du sort des ressources, des matières premières. Elle ne résiste pas aussi parce qu'il a dit que ses prédécesseurs ont cédé. Il a dit que ses prédécesseurs ont cédé à ce genre de système. Maintenant, déjà qu'il subit des pressions, il l'a dit, il a subi des pressions. Bien. On ne sait pas quelles sont ces pressions pour savoir est-ce qu'il a résisté ou est-ce qu'il a cédé. Pour savoir est-ce que parmi, par exemple, les permis miniers qui ont été signés sous le CNRD, est-ce que la pression est intervenue, est-ce que les pots de vin sont intervenus? On ne sait pas parce qu'il n'a pas nommément dit. Mais moi je dis que au-delà de ces pressions qui peuvent venir de l'étranger, il faut faire face également aux pressions au niveau interne. Elles existent sous toutes leurs formes. Des cadres aujourd'hui qui relèvent de l'administration, certains qui ont prêté serment sont aujourd'hui et se sont livrés à des pratiques malheureusement qu'on ne peut pas défendre dans un régime qui se veut un régime réformateur. Donc je pense que le colonel doit, au-delà de la dénonciation, aussi essayer de balayer, nettoyer ses écuries d'Ogias et aujourd'hui on est au courant de tout ce qui se passe notamment dans le secteur minier. Les pressions, elles ne viennent pas que de l'externe, elles existent aussi au niveau interne et des acteurs de CNRD tentent de faire même base sur beaucoup de choses. On en reviendra. C'est un dossier d'enquête sur lequel on est. Voilà, entre-temps, on va tenter de joindre M. Paul Amegapo. S'il est en direct, il va bien tenir son téléphone, puisqu'on tente de le joindre. Avant de terminer sur le sujet, Lincoln, l'analyse de Lincoln, vite fait là-dessus. Oui, il est bon de dénoncer, mais concrètement, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Peut-être que les pressions externes, il y en a où ça ne prospère pas, mais et à l'interne, les pressions internes. Mais Ouri, depuis quelque temps, tous les marchés passés de l'État, les 80% c'est des faux marchés, c'est des marchés attribués à des copains, à des amis, à des coquins. C'est des marchés attribués aux proches des hauts percés au niveau de l'administration. Qu'est-ce qu'on en fait? La CRIEF qui est là, quel est le nouveau dirigeant qui est poursuivi aujourd'hui? Écoutez, des nouveaux riches.
nous voyons des chantiers un peu partout à Conakry. Nous savons ça appartient à qui. Mais très malheureusement, ces détournements et autres, on n'en parle pas. Mais on pense que les autres ont mal géré. Mais pourtant aujourd'hui, la même gestion pratiquement continue. C'est-à-dire, je ne peux pas comprendre qu'on poursuive les ministres de Sékou Touré, les ministres de Lansana Conté, ou en tout cas d'Alpha Condé, qui sont en prison, et qu'aujourd'hui, il y a des directeurs qui sont plus riches que ces ministres, qui ont acheté des châteaux, des quartiers à Cancan, des villas à Conakry qui construisent un peu partout, que ceci ne soit pas poursuivi. Même s'il faut rappeler quand même qu'il y a une short liste de certains qui sont venus avec leur propre patrimoine. La déclaration maintenant quand même reste un exercice qui n'est pas encore satisfait à tous les niveaux. Certains avaient quand même, voilà, je veux dire, leur propre patrimoine. Oui, certains il y a des gens hier, certains directeurs aussi. Il y a des gens hier qui étaient à vélo, à moto, dans les voitures tordues, les vieilles Gembardes que nous connaissons. Oui, mais certains qui venaient te demander des émissions et qui ne pouvaient pas payer 1 million. Mais aujourd'hui, qui ont acheté des quartiers, ça se comprend, qui ont acheté vraiment des villas, des buildings qui construisent à Conakry. Donc la conclusion, c'est que le régime, donc, enfin le CNRD aussi, aujourd'hui, ne résiste pas au même système. Comment expliquer ces nouveaux riches? C'est ça la réalité. Il ne suffit pas de taper sur les autres, mais nous savons aujourd'hui que la gestion n'est pas clean. Bien. Bassekou, un petit mot à rajouter, c'est ça? Non, je voudrais simplement dire qu'il y a quand même Ali Touré qui reste très silencieux sur ces pratiques-là. Aujourd'hui, de corruption, de course effrénée à l'enrichissement illicite, tous ces scandales que nous connaissons. Je pense que la CRIEF aujourd'hui doit se saisir de l'ensemble de ces sujets, surtout ceux qui sont dénoncés par le CNT dans les rapports qu'ils ont publiés. Bonjour à Ali Touré donc de la CRIEF. Notre invité politique, Monsieur Paul, tout de suite après cette virgule. Film FM.